Nous allons maintenant avoir l'occasion de faire témoigner un type d'entreprise qu'on suit depuis longtemps au Web Institut. Donc, ce sont les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. C'est important pour le tissu national, d'autant plus dans le secteur industriel. Et le METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, a été reçu d'ailleurs il y a quelques mois à l'Élysée par le président de la République pour justement un peu montrer l'enjeu en termes d'innovation, d'emploi, du coup aussi de développement territorial de ce type d'entreprise. On a avec nous aujourd'hui Frédéric Coirier, coprésident du METI et président de Poujoula. Bonjour Frédéric. Bonjour. Voilà, et on a aussi avec nous Hubert de Boisredon, président directeur général de Armor. Bonjour Hubert. Bonjour. Alors, en propos liminaires, Frédéric, l'idée c'était, au nom du METI, nous partager un petit peu qui sont les ETI et quels engagements prennent-elles en matière de transition écologique. Frédéric. Alors, les ETI, c'est quand même souvent ce qu'on appelle les champions cachés de notre économie. C'est un nombre d'entreprises significatif, mais beaucoup moins important dans cette catégorie que chez nos voisins européens. C'est une des caractéristiques de l'économie française. 5 400 ETI en France, il y en a 12 500 en Allemagne, 10 000 en Angleterre, 8 000 en Italie. C'est un peu le chaînon qu'il faut renforcer pour faire de notre économie une économie robuste, créatrice d'emplois et notamment dans les territoires. C'est un des sujets dont je vous parlerai tout à l'heure. Elle représente aujourd'hui un quart de l'emploi salarié, un peu plus d'un tiers des exportations. Ce sont des entreprises des territoires, puisque 2 tiers des sièges sociaux sont hors d'Île-de-France. Elles sont aussi souvent avec un actionnariat de long terme, que ce soit familial ou managérial. 75% des ETI ont un actionnariat de long terme. C'est ce qui fait que ce sont des entreprises qui s'inscrivent dans le temps long. Ce sont des entreprises aussi très industrielles. Et ça, c'est un sujet, j'entendais votre intervenant précédent, très important pour notre territoire, parce que la France c'est quand même beaucoup désindustrialisée depuis une dizaine d'années, malheureusement après la crise de 2008. Il ne faudrait pas que ça se reproduise lors de la sortie de cette crise. Nous avons aujourd'hui moins à peu près la moitié du potentiel industriel allemand, alors que nous étions il y a une vingtaine d'années comparables. Et ça, c'est très très lié à notre densité d'ETI. 50% de l'industrie française, c'est les ETI. Donc c'est quand même un sujet. On ne fera pas la transformation industrielle dont vous parlez tout à l'heure sans les ETI. C'est elles qui sont au cœur du sujet. Voilà. Donc je pense que c'est déjà quelques chiffres qui vous permettent de remettre le contexte de ces entreprises. Donc elles sont stratégiques, elles Très sont bien. significatives, mais il en faudrait plus. Quels freins demeurent en la matière? Alors, avant de parler alors, pour ce qui est des freins à leur développement de long terme, il y en a plusieurs. Bon, il y a des sujets de transmission, mais c'est pas forcément l'objet de la discussion d'aujourd'hui. C'est les impôts de production, parce que les impôts de production impactent les producteurs en France. C'est-à-dire que ces impôts de production poussent plutôt les produits qui viennent de l'international que les Français qui veulent produire localement. Donc, vous savez que sur ces sujets d'impôts de production n'a pas été fait et il faut continuer parce que c'est ce qui permettra à notre industrie d'être à armes égales avec nos concurrents étrangers. Mais ça n'empêche pas les ETI d'avancer fortement. D'abord, elles investissent, elles créent des emplois tous les ans. C'est la seule catégorie qui a créé des emplois pendant les crises. Et elles se tournent beaucoup vers le long terme, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, elles intègrent la RSE comme une vraie opportunité. C'est pas une contrainte, c'est vécu comme une vraie possibilité d'évolution. Je pense qu'on parlera de mon entreprise et Hubert aussi pour Alex. Nous inscrivons dans notre modèle de développement, à la fois sur nous-mêmes et dans les produits que nous proposons, sur la transformation. Aujourd'hui, vous avez 70% des ETI qui ont une démarche RSE structurée, donc c'est très très significatif. Vous en avez 3/4 qui considèrent la transition écologique comme importante, voire comme une véritable opportunité. Vous avez plus de la moitié des ETI qui ont fait un bilan carbone, donc c'est quand même très significatif, bien avant d'ailleurs que la réglementation l'impose. Et vous avez 2 tiers aujourd'hui des dirigeants d'ETI qui considèrent que le développement durable, la responsabilité fait partie intégrante de leurs travaux. Et c'est vrai que ça rejoint encore une fois le long terme, comme je disais tout à l'heure, en termes de gestion, en termes de choix, ça rejoint le territoire. Hein, l'attachement, l'enracinement dans les territoires est un sujet très important. L'emploi, l'apprentissage, les ETI ont beaucoup d'apprentis, et même dans la période actuelle qui est très difficile, elles continuent à augmenter leur population d'apprentis.
C'est des entreprises qui sont très impliquées dans le mécénat local, et ça c'est très important parce que tout le tissu local, associatif, culturel, a besoin d'acteurs engagés, et les ETI de ce point de vue-là sont très très impliqués. Et puis produire en France, c'est ce qu'il y a de plus écologique. Je pense qu'il faut le dire. Production, on oppose souvent production et écologie. On a la chance en France d'avoir un mix énergétique exemplaire. On a le meilleur mix électrique d'Europe. Actuellement, l'Allemagne émet, pour produire son électricité, 400 grammes de CO2 par kilowatt. Nous, on est à 60. On émet 7 fois moins de CO2 que les Allemands pour produire. On émet 15 fois moins que les Chinois. Donc, produire en France, c'est quand même aussi une façon de diminuer l'empreinte carbone européenne. Il faut le dire, personne n'en parle, mais on a cette chance en France d'avoir vraiment un système énergétique dont on peut être fier. Merci beaucoup Frédéric. Maintenant, pouvez-vous nous partager et nous indiquer un peu quels sont les domaines d'activité du groupe Poujoulard? Alors, le groupe Poujoulard, c'est une TI, à peu près 1500 personnes, on fait 250 millions de chiffre d'affaires. Notre activité de base, c'est l'équipement de la maison. Donc là, le conduit de cheminée qui va se poser sur une chaudière, un poêle, avec comme objectif d'abord d'être sécuritaire, d'apporter la sécurité à l'utilisateur, biens et personnes, d'améliorer la performance énergétique. Donc nos systèmes sont systématiquement dans une dynamique d'amélioration de la performance par rapport aux systèmes concurrents ou aux autres technologies. On fait de la récupération d'énergie, on fait de l'échange des échangeurs, on fait de la répartition de chaleur dans les maisons. Donc on apporte des vraies solutions de différenciation. On a ensuite une approche industrielle. Donc là, vous avez sur la droite notre activité de conception, d'installation de cheminées industrielles qui vont être installées sur des chaufferies bois, qui vont être installées sur des traitements de déchets, sur de l'industrie, avec de la récupération d'énergie, de l'acoustique, des technologies qui vont permettre d'améliorer encore l'efficacité énergétique et l'empreinte carbone de nos clients. Donc là, c'est un vrai sujet de décarbonation actuelle. Et puis, une grande transition qui s'est opérée il y a une dizaine d'années, c'est les énergies renouvelables. Donc, au-delà d'être un équipementier, nous avons développé une filière combustible, biocombustible, de haute qualité, pour répondre aux enjeux d'abord de la performance énergétique, de la qualité de l'air, mais aussi de s'adapter aux nouveaux équipements chaudières, poêles et autres qui arrivent sur le marché. Nous sommes aujourd'hui leader français du secteur. Nous avons investi 45 millions d'euros dans nos usines, donc c'est très significatif à l'échelle de notre groupe, et ça représente déjà un tiers de notre activité. Donc vous voyez, la transition écologique, elle s'intègre complètement dans la stratégie de l'entreprise, elle représente déjà pratiquement un tiers, et je suis assez confiant que dans les 5 ans qui viennent, plus de 50% de notre activité viendra justement de cette diversification. Donc c'est un bon exemple à la fois de transition écologique au sein de l'entreprise, puisque nous avons globalement 3/4 de nos bâtiments qui sont chauffés à la biomasse. On s'applique à nous-mêmes ce qu'on conseille à nos clients, mais vous avez aussi une proposition de produits, de services qui va dans ce sens. Donc on s'applique à la fois à nous-mêmes, mais aussi on propose des solutions concrètes à nos clients pour optimiser leur performance énergétique. Comment le groupe aborde-t-il sa transformation, sa transition écologique, Frédéric? Alors, nous avons, comme beaucoup d'entreprises, mis en place une démarche de déclaration de performance extra-financière. Donc, évidemment, on mesure la qualité de notre performance, productivité, achat, etc. Mais on a aussi une démarche parallèle d'optimisation de l'empreinte, en fait, de notre empreinte. Et d'abord, donc on mesure, tout simplement. On a un certain nombre comme vous voyez là, des piliers des engagements. Donc, on mesure des centaines de critères sur les déchets, les consommations d'eau, les consommations d'électricité, les transports, les achats, qui nous permettent de nous fixer des objectifs, mais aussi d'objectiver les réussites, malheureusement ça arrive, les non-succès, et de nous améliorer en permanence. Dès à présent, on recycle à peu près, on revalorise 93% de nos déchets, donc là on progresse chaque année, mais on est très très élevé. Comme je disais tout à l'heure, la majorité de nos ateliers en France sont chauffés à la biomasse, avec les déchets de nos usines. On investit dans du solaire photovoltaïque. Donc aujourd'hui, notre site principal va autoconsommer une partie importante d'électricité photovoltaïque. On a des plans de réduction de consommation d'électricité. Donc là, on a un plan de déploiement, notamment de LED sur l'ensemble et de pilotage de nos consommations sur l'ensemble de nos sites. Voilà, donc l'ensemble de ces démarches s'inscrivent dans des actions concrètes. Et puis, pour vraiment rendre le système efficace, nous avons créé une démarche
avec l'ensemble de nos équipes, qui s'appelle Relations positives. Donc, nous avons traduit en langage, entre guillemets, consommateur, l'ensemble de cette démarche de long terme dans un projet d'entreprise que nous partageons à la fois avec nos salariés, mais aussi nos fournisseurs et nos clients, de manière à ce que l'ensemble des parties prenantes soient moteurs dans le déploiement de toutes ces mesures. Merci beaucoup Frédéric pour votre double témoignage en tant que coprésident du MITI et PDG de Poujoula. Hubert, vous êtes avec nous ? Oui. Voilà, donc l'idée c'était un petit peu de partager avec vous maintenant les grands enjeux de transition durable pour le groupe Armor. Vous avez quelques éléments à nous partager. C'est à vous. Oui, tout à fait. Écoutez, Armor, c'est une entreprise qui est un peu un exemple d'ETI dans les moyennes des ETI, puisque c'est une ETI dont le chiffre d'affaires fait 280 millions d'euros, 2000 personnes. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une ETI moyenne, je vais dire, une ETI industrielle, et une ETI qui s'engage dans la transition énergétique. Voilà, donc c'est vous qui passez les slides, je crois, ou moi. Hop. Oui. Voilà. Vous voyez les slides là? Oui. Voilà. Hop. Oui, c'est bon, tout à fait. Allez-y. Allez-y Hubert, c'est bon. Voilà. Donc voilà. Donc Armor, c'est 16 sites industriels, 280 millions d'euros. Qu'est-ce que fait Armor? Armor fabrique de l'encre et des consommables d'impression, donc une activité industrielle tout à fait classique, qui est aujourd'hui leader mondial dans les consommables pour l'impression des étiquettes code-barres et d'informations variables sur emballage, avec des sites dans le monde entier. Et nous avons initié depuis quelques années toute une démarche en mettant le développement durable et l'innovation sociétale au cœur de notre stratégie, en fait, dans chacune de nos activités. Donc, l'activité principale d'Armor, c'est les consommables pour code-barres. Et là, nous travaillons la traçabilité des produits. Nous avons beaucoup travaillé sur l'élimination des solvants dans notre process. Nous avons un site qui est un site qui émet de moins en moins de gaz à effet de serre, qui est un site LCPO, enfin, avec beaucoup d'engagement vers le développement durable. Et nous avons également une deuxième activité qui s'appelle Armor Print Solutions, où nous fabriquons des cartouches d'impression laser notamment, mais par remanufacturing. C'est-à-dire que nous sommes devenus 100% un acteur de l'économie circulaire où nous ne fabriquons plus de cartouches neuves, mais nous collectons les cartouches usagées chez nos clients pour pouvoir les remettre complètement à neuf. Et donc, une cartouche, c'est 1 kg de matière. Pour vous donner une image, il y a 140 millions de cartouches laser vendues en Europe, c'est-à-dire 140 000 tonnes. À peine 20% sont recyclés, c'est-à-dire 100 000 tonnes aujourd'hui qui sont perdues, qui sont broyées, déchiquetées, etc., ou jetées à la poubelle. Nous luttons contre ce gâchis en recyclant nos cartouches. Donc ça, c'est notre activité d'office printing, donc de consommables de bureau. Et puis, à côté de ça, nous avons créé 4 New Tech qui sont orientés, je dirais, vers le monde d'après. On les a créés avant, mais avec cette optique, dans le but de favoriser la transition énergétique. Donc, nous avons une activité appelée Armor Solar Power Films qui, en fait, réinvente les panneaux solaires traditionnels. Les panneaux photovoltaïques traditionnels sont des panneaux qui sont en général assez lourds, qui pèsent à peu près 10 kg du mètre carré, qui sont rigides. Nous fabriquons des films souples qui pèsent 400 grammes du mètre carré, qui peuvent s'enrouler, se dérouler, qui peuvent épouser des formes, qui sont translucides et qui ne contiennent pas de métaux rares. Et ça, c'est une innovation de rupture que nous cherchons à pousser pour aller dans le sens de la transition énergétique. Le payback carbone de ces films est à peu près de 4 mois. Un panneau solaire, ça sera à peu près 18 mois. Donc, il y a un gain de payback carbone qui représente un intérêt assez fort pour la construction notamment. Et puis, une deuxième new tech, c'est les films pour batterie, qui sont des collecteurs enduits qui permettent d'améliorer la performance des batteries lithium-ion à peu près de 15 à 20%. Donc, voilà, on peut faire 15 à 20% de kilomètres en plus ou de durée en plus avec, pour les voitures électriques notamment, ce qui est un enjeu important. Et puis enfin, nous avons développé une activité de fabrication additive pour développer la production locale, économiser les ressources de stock, éviter les importations d'Asie de certains produits
donc en fabriquant des pièces en 3D pour l'industrie, du ferroviaire, de l'aéronautique, mais aussi de l'automobile et de tout type d'industrie. Et puis enfin, nous enduisons des films qu'on appelle voilà, des films pour différentes applications, notamment pour la santé. Il y a différentes applications qui peuvent permettre, par exemple, de diminuer des tumeurs cancéreuses par ce qu'on appelle des actionneurs haptiques qui vibrent et qui présentent un plus pour la santé. Donc voilà comment Armor, en fait, petit à petit, se réoriente vers des enjeux de société. Finalement, nous agissons sur plusieurs domaines de développement durable. Bon, tout ce qui est gouvernance et éthique, avec des comités de développement durable que nous avons mis en place, comme l'a expliqué Frédéric aussi pour Pujula. L'économie circulaire, j'en ai parlé, les énergies renouvelables, la traçabilité responsable, qui est de plus en plus importante pour la protection des biens et des personnes, le développement des collaborateurs. Je précise aussi que nous avons une 60aine de personnes qui ont un handicap dans l'entreprise. Nous embauchons aussi des apprentis, beaucoup de jeunes, une 60aine également. Donc ça, c'est important. Et puis tout ça dans une solidarité territoriale. Donc voilà, pour vous dire, je rajoute enfin que nous avons développé l'actionnariat salarié, à peu près 500 salariés actionnaires. Pour nous, ça rentre dans ces enjeux de durabilité, de partage aussi de la valeur et d'associer l'ensemble des collaborateurs aux enjeux de l'entreprise. Voilà ce que je dirais pour Armor. Donc, une ETI qui s'engage comme parmi ces 3/4 d'ETI qui sont concernés par la transition écologique et qui cherchent à avancer dans ce sens. Merci beaucoup. Effectivement, il nous semble bien important de pouvoir partager votre témoignage. Et du coup, c'était aussi l'idée de vous poser des questions sur l'impact entre, on va dire, activité et accélération en termes de transition durable et employabilité. Est-ce que vous sentez cette sensibilité aussi au niveau de vos équipes comme un phénomène un peu naissant ? Et est-ce que vous avez ce sentiment d'une prise de conscience un peu généralisée par rapport aux enjeux et plus uniquement, on va dire, des stakeholders habituels, des grandes associations internationales, et ainsi de suite. Comment vous le sentez un peu au niveau en interne quelque part, au niveau de ces enjeux environnementaux et durables? Est-ce qu'il y a un témoignage? Tu veux répondre? Vas-y, s'en prie. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de gens qui soient totalement contre le développement durable. Enfin, toute personne responsable aujourd'hui est concernée. Après, la difficulté, c'est de transformer ça en action. Et c'est vrai que les entreprises sont le bon vecteur parce que il s'y passe beaucoup de choses. On investit, on produit, on agit, et les entreprises ont cette capacité à faire des grandes choses, à transformer complètement leur modèle et assez rapidement. Hein. Il suffit de regarder nos 2 entreprises. En 10 ans, elles ont changé complètement de visage et nos équipes y ont contribué. Hein. Donc moi, je mesure à l'échelle de mes équipes l'engagement, la volonté, les réflexions aussi, la demande de sens qui avait peut-être pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, les gens veulent comprendre et ils veulent que les actions engagées aient des résultats. Donc c'est pour ça que traduire l'ensemble de nos actions via des plans, des programmes est essentiel, à la fois pour l'adhésion, mais aussi pour que les gens puissent mesurer régulièrement les résultats des actions qui sont menées. Enfin, moi, je trouve que l'action des salariés aujourd'hui, elle est, en tout cas, le questionnement, l'échange, etc., est beaucoup plus riche de ce point de vue-là qu'il était il y a une dizaine d'années. Oui, je souscris tout à fait. Je pense que la quête de sens et d'unité, quelque part, des salariés avec ce qui se passe dans le monde et les enjeux de développement durable est de plus en plus forte. Et je pense que ça devient un critère aussi de choix des entreprises. Moi, je reçois de plus en plus de CV de personnes extrêmement compétentes qui, par exemple, postulent chez nous en raison de notre engagement développement durable et pour l'innovation sociétale. Voilà, ça devient un critère important de choix. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. On était très heureux d'échanger avec vous cet après-midi. Et puis, bonne reprise et bonne fête de fin d'année. À bientôt. Merci.